Bonjour. Bon, je vais essayer de ne pas faire exploser le micro. Comme on vient de vous le présenter, hein, je ne suis pas pied noir, ni de près ni de loin. Hein. Je n'ai absolument rien dans ma généalogie qui me rattache justement à l'Algérie, au Maroc ou à la Tunisie. Bon, par contre, dans mon histoire personnelle, j'ai quelques petits liens. Hein. Quand j'étais enfant, j'ai grandi donc dans un petit village qui s'appelle Grignol, qui est pas loin de Marmande. Et une de mes petites copines à l'époque avait des parents qui étaient pieds noirs. Bon. Ensuite, mes parents ont bougé en direction de Pau et de Bordeaux, donc, où j'ai fait mes études et où j'ai commencé mon métier de professeur. Et donc, j'ai passé toute mon enfance dans les odeurs de méchoui, de merguez et des pieds noirs, j'en ai toujours eu autour de moi. Donc, sans avoir une origine évidemment directe avec cette communauté, j'ai quand même été un petit peu sensibilisé à son histoire. Et il se trouve que très tôt, j'ai été quelqu'un qui a été happé par l'histoire militaire. Bon. Et dans les thèmes d'histoire militaire qui m'ont plu, vous avez le Premier Empire et ensuite il y a la Deuxième Guerre mondiale. Et mon dada a été le rôle que l'armée française a pu y tenir. Or, ce que j'ai découvert très vite, c'est que quand on parle de l'armée française, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en réalité, on parle de l'armée d'Afrique. Bon. Et cette armée d'Afrique, si vous trouvez, et j'en parlerai, beaucoup de titres qui lui sont consacrés, on trouve assez peu d'informations sur une des composantes de cette armée d'Afrique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Africains. Bon. Et là, il y a justement un début de malentendu. Quand on parle des poilus en 14, les gens s'imaginent qu'on les appelait comme ça parce qu'ils étaient sales et mal rasés. Bon, en réalité, c'était un terme d'argot qui voulait dire qu'ils avaient du poil aux pattes, j'oserais pas dire ailleurs, mais ça voulait dire que c'était des hommes virils et courageux. Quand vous prenez le mot africain, il y a le même malentendu. Très peu en fait de Français d'aujourd'hui savent que le mot africain ne désigne pas ce qu'on appelait à l'époque les sujets d'empire ou les indigènes, ça désigne en fait les hommes qui servent en Afrique. C'est-à-dire majoritairement, contrairement à ce que croit aujourd'hui le vulgus pecus, l'Européen. Bon. Donc, mon intérêt, très vite, ça a été de savoir un petit peu qui étaient ces gens et quelles étaient leurs motivations. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en dehors de quelques chiffres, ou d'une brève phrase signalant que, par exemple, l'Afrique du Nord avait connu en 1942 un taux de mobilisation exceptionnel, je n'ai jamais rien trouvé. Donc j'ai laissé le temps filer, à mon grand regret, et comme beaucoup de gens, j'ai fait ma crise de la quarantaine. Et là, je me suis dit qu'il fallait peut-être que quand même je réalise ce à quoi j'avais toujours pensé, c'est-à-dire faire un livre. Et j'ai donc trouvé mon sujet. Je suis allé à la fac de Caen, où là j'ai demandé si un travail universitaire avait été fait dessus. J'ai eu droit à un silence poli. J'ai contacté des associations de rapatriés qui m'ont dit que le thème était intéressant, mais qu'à leur avis et à leur connaissance, il n'y avait pas non plus de travail approfondi qui avait été fait dessus. Quant aux associations d'anciens combattants, ça a été silence radio. Donc je me suis dit, mais tant pis mon coco, tu te retrousses les mains et tu y vas. Et donc là, j'ai donc mis 3 ans à faire ce qu'on appelle un master, ce qu'on appelait jadis un DEA, c'est-à-dire un travail qui peut être considéré comme un travail préparatoire à une thèse. Et ce travail, donc, je l'ai consacré au rôle que les Européens d'Afrique du Nord ont tenu dans l'armée française entre 1942 et 1945. Voilà. Donc, pour le faire, je me suis basé sur les archives que j'ai pu trouver au service historique de la Défense à Vincennes, sur les côtes qui sont consacrées à l'Afrique du Nord. Et puis ensuite, j'avoue, je suis parti à la pêche sur tous les renseignements que je pouvais trouver à travers des ouvrages qui étaient consacrés à l'Afrique du Nord et à la Deuxième Guerre mondiale. Et je ne saurais trop remercier un de mes collègues de Dunkerque qui m'a dit qu'il existait quelque chose en France qui s'appelait les cercles algérianistes, que je ne connaissais pas. Et je dois avouer que là, grâce à eux, je suis parti à la pêche au trésor, parce que j'ai pu ainsi entrer en contact avec des anciens combattants, qui, je dois avouer, aujourd'hui sont largement aux alentours de 90 ans, mais qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont gardé bon pied, bon oeil. Et surtout, j'ai pu obtenir parfois des archives familiales qui m'ont été bien utiles. Donc c'est à partir
de ces sources que j'ai fait mon travail universitaire et qu'ensuite donc l'Harmattan a bien voulu le publier. Donc ce que je vous propose aujourd'hui de faire, et je tâcherai de le faire donc en environ 1 heure, c'est d'abord de vous parler de cette mobilisation, bon, au-delà donc de ce fameux chiffre qu'on peut trouver partout. Mais je n'y consacrerai pas quand même tout le temps puisque j'ai fait déjà un exposé dessus à Toulouse et si jamais parmi vous il y en a qui l'ont entendu, je ne voudrais pas faire redite. Donc la deuxième partie de mon exposé portera plutôt sur ce qu'on appelle la mémoire, c'est-à-dire la façon dont on a vu cet engagement et surtout la façon dont aujourd'hui on se le remémore et dont on en parle, ou dont on n'en parle pas d'ailleurs. Et ensuite, ce que j'espère, c'est que justement ça suscite peut-être chez vous des envies d'en discuter. N'hésitez pas à me contredire si vous n'êtes pas d'accord. J'ai pu voir à Toulouse qu'effectivement, très vite, l'ambiance avait chauffé, mais avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, par exemple, sur la façon... Alors quand je dis chauffer, rassurez-vous, je ne veux pas dire de réaction hostile, je veux dire qu'il y a eu des gens qui immédiatement ont eu envie d'intervenir, pour ce qui m'a fait très plaisir. Hein. Donc... je vais tâcher de balancer ça en 2 parties d'environ 1 demi-heure et je tâcherai de ne pas aller au-delà. Hein. Je suis enseignant dans le secondaire et je sais très bien qu'au-delà de 50 minutes, n'importe quel public décroche parce qu'effectivement, après, il est difficile justement de maintenir son attention. Voilà. Donc, si on pouvait envoyer mon camembert, justement. Oui. Voilà. Donc... ce que vous avez sous les yeux, c'est un document que l'on peut trouver sur un livre qui a été édité par le service historique de la Défense dans les années 1990 et qui s'appelle « La guerre d'Algérie par les documents ». Le début de ce livre porte sur ce qu'on peut considérer comme étant les racines profondes du conflit. Et parmi les documents qui sont proposés, vous avez ce diagramme circulaire que dans l'enseignement on appelle un camembert, et qui vous permet de voir la mobilisation des Français d'Algérie. Alors, peut-être que ça va être plus facile comme ça. Donc, si vous le voyez, il y a souvent 2 ou 3 chiffres qui sont pris. Bon, d'abord, c'est le taux général de mobilisation des Européens d'Afrique du Nord et en particulier d'Algérie. Vous avez un chiffre qui dépasse les 16%. Et si ensuite vous regardez par exemple le Maroc, vous allez vous apercevoir que ce chiffre peut grimper à 19%. Alors dans les annales militaires de l'histoire de France, c'est quelque chose qui est absolument exceptionnel. Ce sont des pourcentages qui dépassent ceux de la mobilisation de la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi est-ce que justement c'est un chiffre qui est mis en avant? Bien, tout d'abord parce que en valeur absolue, ça signifie que en novembre 1944, et donc on ne prend pas en compte ceux qui ont été mobilisés après, ça signifie qu'en novembre 1944, vous aviez donc plus de 176 000 hommes qui, en Afrique du Nord, avaient été mobilisés dans la communauté européenne. Or, je rappelle que cette communauté européenne, elle comptait à peine 1 200 000 personnes. Bon. Ça veut donc dire que pratiquement toutes les familles européennes d'Afrique du Nord ont eu des gens qui ont été mobilisés. Et ça signifie que si on prend les classes d'âge, on a eu en tout 27 classes d'âge qui ont été mobilisées, hein, entre la classe d'âge 1919 et 1944. Donc c'est peut-être brosser le portrait à grands traits, mais ça veut dire que grosso modo, entre 18 et 50 ans, la quasi-totalité des Européens qui vivaient en Afrique du Nord ont été appelés sous les drapeaux. Et je dis bien européens, c'est-à-dire que ça prend en compte les gens qui avaient la nationalité française, mais aussi des gens qui avaient donc un statut de nationaux étrangers, hein, comme par exemple les Espagnols ou les Italiens, qui pour quand même un certain nombre d'entre eux se sont quand même engagés sous les drapeaux. Hein. Et ce chiffre est d'autant plus important que si vous le reportez au total des forces armées françaises qui à l'époque, pour l'armée de terre, regroupait environ 300 000 hommes, ben vous faites le calcul, ça veut dire que grosso modo, l'armée d'Afrique et l'armée française, sans les pieds noirs, en 1944, elle n'existe pas. Voilà. Hein
Alors, je trouve qu'à partir de là, effectivement, ça mérite peut-être un petit coup de projecteur. Et j'ai toujours regretté qu'on n'en ait pas plus dit autour de cela. Donc, allons-y. J'ai donc 20 minutes pour vous parler de cette mobilisation. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez donc en fait les 3 territoires d'Afrique du Nord qui sont pris en compte. Vous avez donc les protectorats de la Tunisie et du Maroc, et vous avez donc l'Algérie, hein, qui, comme on me l'a rappelé à Toulouse, n'est pas une colonie, au sens stricto sensu du terme, hein, mais est un ensemble de départements français. Bon. Et si on regarde donc les chiffres, on s'aperçoit que c'est le Maroc, et c'est la première chose que j'ai découvert, c'est le Maroc qui a fourni le plus de mobilisés. En termes de pourcentage. Hein, on est à 19%, et même pour moi, c'est plutôt 20%. Bon, après, vous avez l'Algérie et ensuite la Tunisie. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que les Marocains, entre guillemets, aient été plus mobilisés que les Algériens ou les Tunisiens? Bon, là, j'ai quelques hypothèses qui sont plus ou moins étayées par les documents de l'armée. Bon, peut-être certains d'entre vous en auront-ils d'autres. Si vous voulez, le Maroc a la particularité d'être un territoire où les colons sont avant tout des agriculteurs. Donc l'armée a considéré qu'ils pouvaient être appelés, leurs femmes pouvant, ma foi, continuer à gérer l'exploitation avec l'aide parfois d'un contremaître et des ouvriers, alors que l'Algérie avait un tissu économique qui était plus dense. Et là, on avait besoin de gens, en particulier de spécialistes dans l'industrie et dans l'administration, qu'on ne pouvait pas remplacer. Bon. Quant à la Tunisie, là, il y avait un autre cas de figure. Il y avait une communauté italienne qui était assez importante. Et étant donné que les relations avaient été parfois difficiles lors de l'occupation de la Tunisie par les Italiens et les Allemands, l'armée a jugé qu'il fallait peut-être que des Français restent en Tunisie, j'allais dire, pour surveiller leurs voisins italiens. Bon. En réalité, quand après on fouille dans les papiers de Vincennes, on s'aperçoit très vite que c'est une mesure qui est contre-productive, parce qu'on a besoin de ces Italiens, et on s'aperçoit qu'en réalité, beaucoup d'entre eux se sont engagés quand même sous le drapeau français. Mais enfin, quoi qu'il en soit, si vous voulez, on a donc une hiérarchie qui s'établit. En valeur absolue, c'est l'Algérie qui fournit le plus de combattants parce que c'est là que la communauté européenne est la plus nombreuse. En valeur relative, c'est le Maroc, hein, qui fournit le plus de combattants. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, hein, c'est que la ressource démographique a été puisée à plein. Et que vous avez donc une empreinte militaire qui est certaine. Alors ensuite, ce qui m'a étonné, justement, c'est comment peut-on expliquer des chiffres pareils, puisque quand on parle de l'Afrique du Nord, et vous avez donc pu le voir hier, il y a une image quand même qui reste prégnante, malheureusement, dans l'imaginaire français, c'est que vous avez donc là un territoire qui apparaît comme étant justement le territoire de la colonisation, et quand vous prenez un livre ou des livres qui sont consacrés à l'histoire de l'Afrique du Nord et en particulier de l'Algérie, pour la période de la Deuxième Guerre mondiale, c'est considéré comme étant la terre d'élection de Vichy. Donc, si ces territoires sont vichistes, comment diable allez-vous pouvoir m'expliquer des chiffres pareils? Bon, ça ne colle pas quand même avec j'allais dire, l'imaginaire et la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale qui dit que, là, voilà, quand on se bat, on me voit là, quand on se bat, c'est parce qu'on est français libre et qu'on est avec De Gaulle. Bon, là, on n'entre pas dans ce schéma. Donc, je trouve ce thème passionnant parce que ça déconstruit justement le mythe des Français libres qui sont les seuls combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, ça pose la question de ce qu'on a appelé les vichisto-résistants. Bon, c'est-à-dire, on peut être parfois un partisan de la Révolution nationale et on peut aussi vouloir se battre. Ça existe, c'est compatible. Alors j'avoue que quand j'en ai parlé à Caen,
ça a un petit peu gêné les universitaires qui chapeautaient mon master, mais ils n'y sont pas opposés à partir du moment où je pouvais trouver des documents qui, justement, justifiaient cela. Hein. Bon. Donc, ma foi, comment peut-on l'expliquer? Eh bien, j'ai d'abord une explication qui est très simple et qui est une formule que j'ai trouvée dans un livre consacré à l'armée d'Afrique. L'Afrique du Nord, elle vit au son du clairon. C'est-à-dire que vous avez en Afrique du Nord un patriotisme qui est pratiquement consubstantiel à la population. Hein. Et l'armée, c'est un creuset, c'est un melting pot, c'est l'instrument d'assimilation par excellence des populations qui vivent en Afrique du Nord. Bon. C'est-à-dire que quand on est italien, espagnol, maltais, c'est par l'armée qu'on devient français. Bon. Et c'est à travers l'armée d'Afrique, justement, qu'on peut exprimer son identité. Alors ça, on le voit très bien, par exemple, lorsqu'on regarde les chiffres de pertes de la Première Guerre mondiale, vous apercevez que, par exemple, les régiments de Zouaves, qui sont vraiment les régiments emblématiques de l'armée d'Afrique, ben, ils sont en partie constitués de pieds noirs. Bon. Et parmi ces pieds noirs, vous avez, par exemple, le 3e régiment, vous avez une part très importante dedans d'Israélites. Donc, l'armée d'Afrique et le patriotisme, le drapeau, c'est quelque chose qui, en Afrique du Nord, a une signification qui n'est pas simplement folklorique, c'est une réalité. C'est une réalité. Et lorsque, en 1942, il y a un appel à la mobilisation qui est fait, les gens se mobilisent parce que, justement, il y a ce son du clairon et parce que, justement, il faut se battre pour la France. Et ça ne suscite pas de rejet, ça ne suscite pas d'opposition. On peut même trouver justement à Vincennes des documents assez étonnants qui concernent les chantiers de jeunesse. Bon. Donc là, je pense que pour la plupart, vous savez ce que sont les chantiers de jeunesse, sinon je peux le rappeler brièvement. Ce qu'on appelle les chantiers de jeunesse, ce sont des organisations qu'on pourrait qualifier de paramilitaires qui ont été mises en place par le régime de Vichy dès 1940 pour encadrer les jeunes entre 18 et 20 ans. Et certains y ont vu un substitut de service militaire. Alors peut-on le considérer comme tel? Ça fait débat, et les historiens n'ont pas fini d'en discuter, mais ce qui est sûr, c'est qu'en Afrique du Nord, ces chantiers de jeunesse, ils sont chapeautés par un personnage qui est assez étonnant, qui s'appelle Vanek, bon, qui est un ancien de la Légion étrangère, et qui, lorsqu'il arrive en Afrique du Nord, décide que, à travers ces chantiers de jeunesse, il va former des cadres et il va former des jeunes qui, si l'occasion se présente, pourront être incorporés dans l'armée parce qu'on leur a inculqué justement la discipline militaire et les valeurs qui peuvent en faire des bons soldats. Et le fait est que lorsque, en novembre 1942, l'Afrique du Nord, donc par le débarquement des Alliés, rejoint justement le camp qui est en lutte contre l'Allemagne nazie, ces jeunes sont immédiatement mobilisés. Il y a de quoi lever 30 000 hommes, ce qui correspond à un corps d'armée. Et vous avez à Vincennes un document qui est assez étonnant, qui a été signé par Vanek et qui à l'époque a été publié dans la presse locale, à Alger et à Tunis et à Rabat, et qui demande aux jeunes, et je dis donc c'est un document authentique, qui demande aux jeunes de rester chez eux et d'attendre qu'on les appelle. Parce que vous avez une telle cohue dans les centres d'appel de mobilisation, il y a une telle pagaille qu'on n'arrive pas à gérer justement l'appel et la distribution dans les unités. Alors je vous demande, quel est le moment dans l'histoire de France où on a vu à tel point les volontaires se presser qu'on leur a dit de rentrer chez eux? Je ne pense pas qu'on en trouvera beaucoup. Hein. Bon. Et pourtant, c'est un fait qui est absolument authentique. Voyez, bon. Et pourtant, personne ne s'y attendait. Personne, puisque dans les mêmes cartons qui sont consacrés au chantier de jeunesse, vous pouvez trouver un document de l'armée qui précise que justement, ceux qui ne répondront pas seront passibles du tribunal militaire. Donc, en fait, on s'attendait à ce qu'il y ait de la mauvaise volonté, à ce que, éventuellement, on ait des rebelles ou des gens réfractaires.
Pas du tout. Pas du tout. C'est même plutôt l'inverse. Et ce qui a même étonné l'armée, c'est qu'on a vu des gens, par exemple au Maroc, dépasser la limite d'âge, demander à s'engager. On a vu des hommes qui avaient dépassé largement la cinquantaine et qui donc étaient des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, demander à servir. Et j'ai même trouvé l'exemple d'un homme de 60 ans qui avait servi sur le front italien. Donc, de ce côté-là, effectivement, je pense qu'on n'a pas de leçon de patriotisme à donner aux pieds noirs. Et je pense que de ce côté-là, quand on parle de Français par le sang versé, ils en sont un bel exemple. Il y a quelque chose qui est écrit, alors je ne sais plus si c'est dans l'étranger, vous m'excuserez, mais c'est une petite parole de Camus qui dit « il y a plus à admirer chez les hommes qu'à mépriser ». Et je pense que là, effectivement, les pieds noirs sont dignes d'admiration. Ils ont fourni une preuve d'engagement qui est à nul autre pareil dans notre histoire. Voilà. Mais le problème... bon. Le problème, c'est que c'est notre histoire militaire. Bon. Et donc ça... je suis en train de regarder le temps. Et donc ça, si vous voulez, ce sera la deuxième partie, parce que c'est aussi la source du problème. Bon. Donc... cette mobilisation, justement, dans quelle ambiance se fait-elle? Alors, si vous pouviez me mettre la deuxième image, celle qui montre l'affiche. Voilà. Alors, cette mobilisation, dans quelle ambiance se fait-elle? Pour en avoir une petite idée, vous avez là une affiche qui a été placardée en 1943 sur les murs d'Alger. Elle existe aussi en arabe, hein. Et elle vous présente justement l'engagement militaire de la France. Alors, cette affiche, elle vaut justement l'intérêt d'être un petit peu analysée, j'allais dire, dans la mise en scène. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Donc, vous avez d'abord un soldat britannique. Au centre, et ce n'est pas par hasard, vous avez donc un militaire français. Bon, un militaire français qui est encore en tenue de tradition, hein, avant que l'armée d'Afrique ne soit équipée à l'américaine. Bon, il y a des spécialistes, hein, vous reconnaîtrez, on voit le cascadrian, le fusil MAS 36, bon, les cartouchières en cuir. Enfin bref, pour le français de l'époque, la silhouette est reconnaissable, hein, c'est un militaire français. Bon, vous avez ensuite en arrière-plan des chars, bon, qui sont les chars Lee et Grant que l'armée britannique utilisait et qui étaient de fourniture américaine. Bon. Et puis ensuite, donc, vous avez des navires et des avions. Et si vous regardez bien les avions, vous verrez, ils ont souvent la cocarde britannique, mais il y en a un ou deux qui portent une cocarde française. En tout cas, ce que l'on voit là, j'allais dire, c'est plutôt ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que vous n'avez aucune référence à la France libre. Bon, aucune allusion à De Gaulle, aucune croix de Lorraine. Vous êtes dans le cadre, j'allais dire, de l'armée française. Voyez-vous? Donc ça, c'est l'époque, justement, où vous avez un militaire qui essaye de réorganiser l'armée, donc l'armée d'Afrique, et ce militaire chez le général Giraud. Bon. Donc je crois qu'il y a eu donc une conférence qui a été faite dessus. Hein. Alors le général Giraud, bon, là aussi je ne vous ferai pas l'injure de rappeler qui c'est, mais dans le cadre justement de mon travail, c'est un homme qui m'intéresse diablement, parce que c'est lui qui a permis à ces 176 000 pieds noirs d'être équipés, d'être armés et de se battre. C'est lui et pas De Gaulle, hein, ça c'est clair et net. Peut-être, oui. Et vous avez donc là quelque chose qui est assez intéressant à étudier. Alors là aussi, je suis ravi d'être allé à Toulouse il y a donc quelques semaines parce que grâce à ma conférence, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a envoyé le journal de marche complet d'une unité qui est donc le 7e régiment de chasseurs d'Afrique, dans lequel son père avait servi. Et je profite là pour lancer un petit appel. Si parmi vous, il y a des gens qui peuvent me mettre en contact avec des amis ou des proches qui ont conservé des souvenirs de cette époque, je suis tout à fait preneur. Hein, parce que sinon, il est assez difficile de trouver des documents qui évoquent le simple soldat. Vincennes va vous donner beaucoup de renseignements
sur l'ordre militaire des unités, mais s'il s'agit de parler du petit soldat de Bab el-Oued ou du colon de la Mitidja qui s'est engagé, vous ne trouverez pas grand-chose. Et par conséquent, donc je dis je pars à la pêche. Donc pour revenir à mon sujet, ces simples soldats, ces gradés ou ces officiers, celui qui leur a permis d'être sur pied de guerre, c'est Giraud. Et justement, cette affiche, qu'est-ce qu'elle vous montre? Eh bien, elle vous montre que, alors que les forces françaises libres de De Gaulle étaient considérées comme des forces marginales qui étaient en liaison avec les troupes britanniques, l'armée que Giraud forge, elle est considérée comme représentative d'un État souverain et elle est représentative de l'armée française. Et cette armée, justement, elle est vue par les Alliés comme étant non pas celle d'un général que les Américains et Roosevelt considèrent même comme étant la limite, je ne vais pas dire du factieux, mais bon, de l'aventurier. Bon, alors que cette armée-là, elle représente au sens strict du terme l'armée régulière. Bon. Donc, qu'est-ce qu'elle vous montre? Eh bien, elle vous montre que là, vous avez une armée qui entre en plein dans le dispositif et qui est reconnue en tant que telle. Voilà. Et c'est ça qui, justement, à l'époque, enthousiasme les gens. Et c'est ça qui va leur donner envie de s'engager. Bon. Et ce que vous voyez, c'est que, justement, et c'est là où il a malheureusement perdu, enfin malheureusement pour lui, parce que tout dépend après du côté où on est. N'oublions pas qu'en théorie, je n'ai pas à prendre parti ni à montrer mes sentiments. Mais c'est vrai que malheureusement pour Giraud, et cette affiche le montre, il a surestimé la place que l'armée française occuperait et la place qu'on lui donnerait. C'est-à-dire qu'il s'est vu comme étant le général en chef de l'armée française et il a estimé que tout comme en 1918 l'armée française devait avoir un rôle majeur, alors qu'en réalité, sur le plan politique, il a été très vite éliminé par les manœuvres donc, de son rival, pendant que dans le dispositif militaire allié, il a fallu quand même un certain temps pour que l'armée française soit reconnue comme étant une armée à part entière. Et ça s'est vu avec la campagne d'Italie. Mais je dois vous avouer que ça mériterait une autre conférence. Alors, cette mobilisation, quoi qu'il en soit, elle aboutit donc à quoi? Eh bien, comme vous le voyez, et comme ça laisse entendre, il y a des blindés. Et donc, en Afrique du Nord, vous allez avoir 3 divisions blindées qui vont être formées. Alors, 2 qui vont être intégrées dans l'armée d'Afrique, qui sont la 1e et la 5e DB, et une qui a un statut un peu particulier, qui est la 2e division blindée, qui est donc considérée comme étant, j'allais dire, l'emblème des forces françaises libres, mais qui a quand même une particularité. Si elle est formée, c'est quand même en partie grâce aux troupes de la bonne vieille armée d'Afrique. C'est-à-dire que lorsque Leclerc forme ses troupes et commence à la constituer à Rabat, il a 2 composantes dans ses hommes. Il y a d'abord des volontaires français, alors en particulier des gens des troupes de marine, des marsouins, des gars des troupes coloniales qu'il a pu lever au Tchad et qu'il a pu recruter donc ensuite en Afrique équatoriale. Et puis il a des troupes indigènes, ce qu'on a à l'époque on appelle improprement les tirailleurs sénégalais. Bon. Or, il se trouve que ces tirailleurs sénégalais, en 1943, il les renvoie pour une raison qui est simple. Bon, c'est que d'abord, beaucoup d'entre eux, ils ont fait le coup de feu depuis 1940 et donc certains demandent à être démobilisés. Et puis surtout, dans le cadre de ce qu'on a appelé les accords d'Anfa, qui sont donc ceux que le général Giraud a négociés avec les Américains, il y a une clause que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, honte à moi, alors que c'était écrit en toutes lettres dans un certain nombre d'ouvrages, c'est que les Américains ont exigé, je dis bien exigé, que les divisions blindées soient composées avec des Français de souche. C'est-à-dire que pas d'indigènes, alors dans le terme américain c'est no Negroes, donc pas de nègres dans les troupes combattantes. Et donc on opère un blanchiment avant même donc ce qui s'est passé en 1944 avec la première armée en Alsace, on opère un blanchiment des troupes. Bien.
Alors, on renvoie donc 2 à 3 000 tirailleurs sénégalais. Mais dites-moi, dans ce cas, où peut-on trouver des Européens en nombre suffisant? Alors, vous avez trois solutions. Bon, premièrement, vous avez les professionnels de l'armée d'Afrique. Oui. Alors là, il y a un problème. C'est que nos professionnels de l'armée d'Afrique, ils sont justement dans l'armée d'Afrique. Donc, si vous prenez des spécialistes à l'armée d'Afrique, où elle va-t-elle les trouver? Bon, donc là, difficile d'aller pêcher dans ce vivier. Il y a un deuxième vivier, ce sont les évadés de France. Alors là, les évadés, il y a des études qui ont été faites dessus. Hein. Bon, on estime qu'il y a environ 30 000 personnes qui ont réussi à franchir les Pyrénées et qui sont arrivées ensuite plus ou moins en bon état, suivant les conditions de détention en Espagne, et qui ont donc ensuite été démarchés, il n'y a pas d'autre terme à utiliser, pour intégrer les différentes unités qui étaient en formation. Alors, grosso modo, ce qui est sûr, c'est que la 2e DB est celle qui a intégré le plus d'évadés venus d'Espagne, plus de 6 500. Simplement, on y arrive toujours, environ 1 millier d'Européens de la colonne Leclerc, 6 500 évadés, ça fait 7 500 hommes. Une division blindée sur les normes américaines, elle en regroupe 16 000. Ça veut donc dire qu'il nous manque quand même entre 9 et 10 000 hommes. Et donc là, on y arrive. Où va-t-on les trouver? Eh bien, on va les trouver justement chez les Pieds Noirs. Bon. Donc là, ces 9 à 10 000 hommes, l'armée d'Afrique va accepter d'en fournir. Alors, il y a un exemple qui est connu, c'est le 12e régiment de chasseurs d'Afrique, qui est donc en divisionné parmi les unités de l'armée d'Afrique, mais qui en fait est en service à Dakar, hein, enfin qui était en service à Dakar, qui ensuite a été rapatrié pour faire partie de la bataille de Tunisie, et dont ensuite les hommes sont versés justement à la 2e DB. Hein. Vous avez des régiments de Spahis, vous avez un régiment de cuirassiers qui provient du dédoublement de notre 12e RCA, et ensuite, eh ben, vous avez nos Pieds Noirs. Voilà. Donc, de ce côté-là, effectivement, ça veut dire une chose, eh ben, ça veut dire que même quand on est en face d'une unité qui est gaulliste, en fait, votre unité de gaulliste, elle compose un certain nombre d'Africains, voire de gars de l'armée d'Afrique. Voyez, et c'est quelque chose qui, justement, signifie, sur le plan historique, quelque chose, c'est qu'avant le général Delattre qu'il a fait en Alsace, Leclerc a été le premier à faire ce qu'on appelle l'amalgame, c'est-à-dire réussir à réunir des hommes qui venaient d'horizons sociaux et politiques très différents et à en faire des combattants. Hein. Je crois que ce qui fait en partie l'aura de la 2e division blindée, c'est que vous avez là des Français et des étrangers qui ont réussi à dépasser leurs différences et leurs affrontements politiques pour n'avoir plus qu'un but, c'est se battre et être des soldats. Bon. Et ça, justement, c'est ce qui a marqué les gens qui l'ont connu à l'époque. Alors, si je dis ça, c'est parce que, justement, cette ambiance, vous ne la retrouvez pas ailleurs. Alors, revenons justement à notre armée d'Afrique et à nos volontaires et à nos évadés de France. Juste avant de venir ici, j'ai reçu un message, une info qui m'a envoyé sur un site que je ne connaissais absolument pas, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Burnou Rouge et Blanc Manteau, et qui évoque donc l'aventure pendant la 2e Guerre mondiale d'un régiment de Spahis, qui a servi donc dans la première armée comme régiment de reconnaissance. Alors la particularité de ce site, c'est que vous y trouvez mis en ligne donc un livre qui raconte l'histoire de ce régiment et qui par exemple dit que ce régiment de Spahis, que donc on pourrait croire constitué d'indigènes, eh bien il compte une proportion de Pieds Noirs qui est quand même non négligeable. À votre avis, combien? Je parle de proportion, hein, pas de chiffres évidemment. Alors 80% peut-être pas, mais 60%, ce qui est quand même considérable. Hein. Bon, donc vous avez 60% de Pieds Noirs, ensuite vous avez 12% d'indigènes,
12% hein, simplement. Et le reste est constitué donc de Français, de métropoles, ou alors, et là c'est vague, de l'étranger. Alors, est-ce que par étranger, il faut comprendre par exemple la Tunisie et le Maroc, qui donc sont des protectorats, ou des gens qui parfois ont eu des parcours, j'allais dire plus exotiques, puisque parfois on a même vu des gens venir d'Amérique du Sud ou des comptoirs, je ne sais pas. Hein. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, vous avez un régiment de Spahis, il est quand même composé aux 2/3 de pieds noirs. Voilà. Hein. Et dedans, vous avez donc des Français, et ce site donc permet de découvrir un texte qui s'appelle les Mémoires de Grand Loup, qui donc, ce qui veut dire grand-père, hein, qui donc raconte en fait ce qu'un jeune Français venu de métropole a pu voir. Et donc ce jeune Français qui va devenir aspirant, il est gaulliste. Et quand je dis gaulliste, pur et dur, hein, donc De Gaulle, c'est celui qui va délivrer la France, c'est le Messie. Hein. Et arrivé en Afrique du Nord, et c'est pour ça que ce passage est très intéressant, arrivé en Afrique du Nord, il est horrifié par ce qu'il voit et par ce qu'il entend. Hein. Donc il arrive à Rabat, avec l'intention de s'engager dans la 2e DB, et là, vous avez une véritable foire à l'engagement. Hein. C'est-à-dire que l'armée d'Afrique, au centre où sont stationnés ces évadés, envoie des recruteurs, les forces françaises libres envoient des recruteurs, et vous avez des espèces de speed dating, un petit peu comme aujourd'hui pour les embauches, où vous avez des stands qui sont tenus par les différents recruteurs. Et ce que notre jeune candidat aspirant découvre, ce sont des recruteurs envoyés par la 2e DB qui disent surtout n'allez pas à tel régiment de chasseurs d'Afrique, le 5e chasseur d'Afrique c'est le 5e nazi, le 1er chasseur d'Afrique c'est le 1er allemand. Bon. Et là, ce qu'il dit, et donc je rappelle qu'il est gaulliste, ce qu'il dit c'est mais comment peut-on avoir un tel sectarisme? Comment peut-on dire des choses pareilles sur des gens qui se sont battus? Bon, le résultat, c'est que notre candidat aux forces françaises libres, il part s'engager donc à l'école militaire de Cherchell, bon, et il s'engage dans un régiment de Spahis. Bon. Donc, ce que, justement, un document, quand on a à l'étudier avec nos élèves, montre, c'est aussi ce qu'il ne montre pas. Hein. Et justement, ce que je trouve intéressant dans cette affiche, c'est qu'elle montre qu'à l'époque, ce qui déçoit beaucoup de gens, c'est qu'il n'y a pas d'union sacrée. Entre l'armée d'Afrique et les forces françaises libres, il n'y a pas une osmose, il y a une concurrence. Il y a une concurrence, et ça c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les gens, et y compris, et ça c'est moins connu, y compris dans les forces françaises libres. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis très mal à l'aise avec cette ambiance qui justement aussi dérangeait énormément les Alliés. Hein. À Vincennes, j'ai trouvé un document américain qui dit le problème avec les Français, c'est qu'ils ne font pas la guerre, ils font la politique. Bon. Or, si on est mauvaise langue, on va dire qu'on continue. Mais là, je vais commettre un péché d'anachronisme. Et il se trouve que, si vous voulez, ça a beaucoup déphasé, beaucoup déçu, beaucoup de gens qui étaient prêts à se battre. Et là aussi, c'est quelque chose dont je vais reparler quand on va évoquer la 2e partie de mon exposé, qui est justement la mémoire. Hein. Vous avez des jeunes, et ça m'a été dit donc par un ancien combattant, qui a écrit dans les colonnes de l'Algérianiste, mais qui est mort l'année dernière, c'est monsieur Étienne Muvien. Je ne sais pas si certains ont vu des articles. Bon, il m'a dit qu'à l'époque, il y avait une véritable exaltation qui régnait, et il a dit que c'était en partie dû aux instituteurs et aux professeurs de l'époque qui avaient su transmettre aux élèves un véritable sens du patriotisme et au souvenir de la Grande Guerre. Et donc, ce que ces jeunes et ce que ces soldats, alors n'oublions pas que les officiers, enfin pour les officiers, en tout cas les officiers supérieurs, les officiers, c'est des gens qui ont connu la Première Guerre mondiale. Les jeunes qui s'engagent, ce sont des jeunes dont les parents ont fait la Première Guerre et qui ont vu justement les cérémonies et tout l'appareil mémorial qui a été mis en place. Et donc, ces gens s'imaginaient que c'était reparti comme en 14, avec l'Union sacrée, et pas du tout.
Donc ça, c'est quelque chose qui, justement, peut transparaître à travers cette affiche, bon, j'avoue, si on est un petit peu au courant du contexte, hein, mais qui a quand même mis les gens assez mal à l'aise. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, donc, je vous disais, on a donc 3 divisions blindées, et ensuite, vous avez des divisions d'infanterie qui, là aussi, quand on voit les désignations et les intitulés, amènent souvent une confusion dans l'esprit des gens. Alors, ces divisions, c'est lesquelles? Alors, vous avez la 3e DIA, 3e division d'infanterie algérienne. Bon. Vous avez la 4e DMM, la 4e division marocaine de montagne. Bon. Vous avez une division marocaine d'infanterie dont j'ai oublié la numérotation, et vous avez une division d'infanterie coloniale, la 9e DIA. Donc, dans l'esprit du français d'aujourd'hui, ou de mes élèves, vous voyez marocain, vous voyez algérien, vous voyez colonial. Ça veut donc dire que le soldat qui sert dans ces régiments, c'est forcément un Tunisien, un Marocain, un Algérien, ou alors, effectivement, entre guillemets, un Sénégalais, hein, c'est-à-dire un noir. Bon. Or, quand vous voyez les tableaux de recrutement, et là aussi, l'armée, de ce côté-là, je lui reconnais un avantage, elle est très carrée. Hein. Quand vous voyez les tableaux de recrutement, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, la 3e DIA, la 4e DMM, etc., vous avez des proportions d'Européens qui sont entre 40 et 50%. Si vous prenez la DFL, la division française libre, c'est même supérieur, c'est 57%. Vous voyez? Bon. Donc, ça veut dire que lorsqu'on voit des termes qui servent à désigner et ces régiments et ces divisions, ce n'est pas un terme qui a une signification ethnique. Ça a une signification de tradition. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens qui ne sont pas des spécialistes d'histoire militaire n'ont pas intégré et ne comprennent pas. D'où, là aussi j'en parlerai dans ma deuxième partie, un certain nombre de malentendus. Et ce sont des malentendus qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui datent déjà de 1944, parce que ça commence dès la Libération, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, peut-être d'ailleurs que vous en avez eu des échos. Hein. Bon. Donc là, il me reste, parce que le temps passe, je n'ai pas fait attention. Bon, vous tiendrez encore une grosse demi-heure? Bon. Bon. Donc, je reprends, vous avez donc une désignation qui est ethnique. Alors, je reprends ce que je disais sur les spahis. Quand on vous parle des spahis, ce qu'on imagine, c'est donc le cavalier qui est burnou au vent, la cape rouge, le sabre, le cheval arabe qui piaffe, etc. Le spahi, en 1944, c'est un petit bonhomme en tenue américaine avec un calot rouge. Et donc, je vous le dis, 8 fois sur 10, c'est pas un indigène, comme on dit à l'époque, c'est pas un musulman, c'est un Français, ou un Espagnol parfois, hein, ou un Italien, ou un Maltais, mais c'est un Européen, d'accord? Quand vous prenez le tirailleur algérien, le tirailleur algérien, là aussi, emblématique, il l'était aussi pour moi. Bon. Et puis, je fais mes recherches, et je tombe un jour sur un rapport de police, alors que j'étais en train de fouiller dans un carton, parce que je cherchais à savoir un petit peu quelles avaient été les relations entre les Américains et les populations locales européennes. Et je tombe sur un rapport de police mentionnant l'assassinat d'un tirailleur algérien qui gardait un dépôt de vivres. Et alors là, quelle n'est pas ma surprise de constater que notre tirailleur algérien, il s'appelle Diego Alvarez. Donc là, je dis, mon coco, ça ne sonne pas vraiment musulman, ça. Donc, je repars dardard à mes tableaux d'unité, et là, je découvre, en fouillant, et c'est ça la joie de fouiner dans cette cave d'Ali Baba qui est le service de Vincennes, je tombe en fait sur un tableau d'effectifs qui dit ceci. Un régiment de tirailleurs, c'est en moyenne 3200 hommes. Européens, 900. Européens, 900. Alors là, je me dis, mais 900, bon, vous avez les sous-officiers, vous avez les officiers, vous avez ce qu'on appelle les gradés, c'est-à-dire les caporaux, les caporaux-chefs, mais ça ne vous fait pas 900 hommes. Donc, suivez mon regard, ça veut dire que quand vous prenez des tirailleurs algériens, ben, il y en a un certain nombre, c'est des Européens. Alors, ou bien c'est des Francaouis, hein, ou bien ce sont des pieds noirs, même si on n'utilise pas le terme à l'époque, mais ce sont, bon, si je trace le tableau de façon un peu caricaturale, ce sont des blancs, quoi.
Bon. Et vous voyez, je pense que le gars qui a fait le film Indigène aurait mérité peut-être d'avoir un spécialiste d'histoire militaire avec lui pour lui montrer que la situation des régiments était peut-être un peu plus complexe que ce qu'il a pu montrer. Ah, vous voyez, ah, voilà. Alors, c'est ça que j'ai aimé à Toulouse, justement. Là, quand vous avez un public qui réagit. Bon, alors, c'est pas tellement que bon, mais ça, ce sera la deuxième partie. C'est pas tellement que ce soit menteur, si vous voulez, mais je trouve ce film très intéressant parce qu'en fait, ce qu'il vous montre, c'est la façon dont les Français ont perçu l'armée d'Afrique en 1944. Voilà. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Le malentendu, il commence là. Bon. Alors, donc, je vous disais, 900 hommes, en théorie, sur 3000, sont des Européens. Dans la réalité, c'est plutôt 700. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, quand on dit tirailleurs, ça veut dire arabe, mais ça veut dire aussi européen. Et donc, ça veut dire une chose que les gens n'ont pas assez saisie aujourd'hui, c'est que l'armée d'Afrique, ce n'est pas l'armée américaine. Ce n'est pas une armée qui pratique la ségrégation. Non seulement il n'y a pas de ségrégation, mais, bon, le terme est peut-être exagéré parce que ça ne va pas jusque-là, mais on peut considérer qu'il y a une sorte de mixité. C'est-à-dire que les Européens servent avec les musulmans et les musulmans servent avec les Européens. Et ce qu'on a oublié, c'est que ces musulmans, ce n'est pas uniquement des hommes du rang, c'est des sous-officiers et c'est même des officiers. Hein. Vous avez l'école de Cherchell, justement, qui en a formé un certain nombre. Hein. Et si vous voulez des témoignages, alors c'est vrai que ce n'est pas facile à trouver, mais grâce à la magie d'Internet, on peut aujourd'hui. Les anciens de Cherchell ont sorti un ouvrage dans les années 90 hein, qui s'appelle « À 20 ans, il commandait au feu hein ». Et vous avez dedans une série de témoignages. Et dans ces témoignages, vous avez justement hein, de nombreuses occasions de parler des musulmans qui servaient à leur côté. Hein. Il n'y a pas de ségrégation. Bon. C'est même quelque chose d'ailleurs qui a horrifié les Américains à l'époque. Hein. Donc, si le thème vous intéresse, je ne saurais trop vous conseiller un site que j'ai trouvé absolument extraordinaire, qui a été fait par le lycée Lyautey au Maroc. Vous avez deux enseignants qui, il y a quelques années, ont fait ce que dans notre jargon on appelle un projet pédagogique. Et ce projet pédagogique, il a porté sur l'étude des Marocains dans les deux guerres mondiales. Donc, si vous tapez www lycée Lyautey, vous tomberez sur ce site qu'ils y ont consacré. Ça a donné naissance à un livre qui s'appelle Anna, frère d'armes, bon, qui malheureusement aujourd'hui est épuisé, mais vous en trouvez des extraits. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous trouvez des études qui ont été faites sur les musulmans, donc qui ont servi aux côtés des Français, mais vous avez aussi des témoignages de Français, hein, en particulier un Français du Maroc qui s'appelle Paul Brandenburg, je ne sais pas, et qui s'est engagé dans la 2e DB. Hein. Donc, nos divisions d'infanterie, c'est un véritable, par conséquent, patchwork, beaucoup plus, j'allais dire, coloré qu'on ne l'imagine. Hein. Et dans lequel, encore une fois, on trouve qui en avant? Nos pieds noirs. Hein. Alors, qui sont-ils ces pieds noirs? Eh bien, ce sont les 27 classes d'âge dont je vous ai parlé. Hein. Alors, ceux qui ont évidemment été pris en priorité, ce sont les jeunes des chantiers de jeunesse. Hein. Si vous regardez là aussi, par exemple, la répartition qui a été faite des premières classes qui ont été mobilisées en 1943, et c'est écrit en toutes lettres à Vincennes, eh ben, vous en avez 3000 qui sont dispatchés dans les régiments de tirailleurs marocains. Hein, ce sont eux qui, justement, vont servir de cadres. Bon. Qui, aujourd'hui, sait que eh ben, vous avez 3000 Français qui, entre 18 et 20 ans qui s'y sont engagés. Pas grand monde, je pense. Hein. Bon. Mais, à mon avis, ça mérite quand même d'être rappelé, parce que pour la plupart d'entre eux, ils vont aller ensuite se faire tuer en Italie. Hein. Par exemple, mais pas uniquement. Donc, j'étais dans mes divisions d'infanterie. Ensuite, vous avez la marine, qui là aussi va recruter un certain nombre de gens, mais je peux guère en dire plus, parce que j'avoue que là, je n'ai pas poussé
l'étude très loin. Je peux juste citer l'exemple d'un de mes collègues qui m'a dit que son beau-père, qui est aujourd'hui décédé, avait été mobilisé, et ça l'avait beaucoup surpris parce qu'à l'époque, il avait été mobilisé alors qu'il avait 45 ans. Hein. C'était quelqu'un qui vivait donc du côté d'Oran et qui était pêcheur. Bon. Et évidemment, la Marine nationale l'a appelé. Et ensuite, vous avez donc l'aviation. Alors l'aviation, comme la marine et comme les blindés, elle a une particularité, c'est que justement, elle n'intègre pas ou très peu d'indigènes. Alors, immédiatement, les gens vont bondir en disant racisme, truc et machin. Le problème, il est plus complexe et puis il est plus simple à comprendre. C'est que pour servir dans la marine, l'aviation ou les blindés, il faut une compétence technique, il faut être capable de servir de spécialiste. Or, le problème de la population musulmane, c'est qu'elle peut vous fournir de bons combattants, de fantassins de base, mais l'instruction de base qui est nécessaire pour être spécialiste n'est pas là. Bon. Et donc, on est coincé. Hein. Et de ce côté-là, justement, M. Muvien m'avait dit que dans son escadrille et dans justement la base où il servait, il n'y avait pas de musulmans. Ce qui m'a été confirmé d'ailleurs par un ancien des forces françaises libres, hein, qui était le colonel Cocogne, alors lui-même étant le parrain de ma mère. Bon, lui aussi est aujourd'hui décédé, hein, mais il m'a dit que justement, lui, il servait au groupe Lorraine, et il m'a dit que quand ils ont reçu des pilotes, c'était des pilotes qui venaient d'Afrique du Nord. Hein. Alors, ces jeunes qui se sont engagés dans l'aviation, ils ont une particularité. Beaucoup d'entre eux ont été engagés donc dans l'armée de l'air, mais peu ont vu le feu. Alors, pourquoi ? Eh bien parce que pour beaucoup d'entre eux, ils ont été envoyés sur un site, enfin, dans le cadre de ce qu'on appelle les centres français de formation du personnel navigant, et beaucoup d'entre eux sont allés aux États-Unis. Or, pour former un pilote, il fallait plus d'1 an et demi. Donc, les gens qui sont partis fin 43, début 44, pour beaucoup d'entre eux, sont arrivés ou bien juste à la fin de la guerre, ou bien après. Mais il n'empêche que quand même, je tiens à rappeler une chose, c'est qu'il y a quand même près d'une centaine de jeunes qui sont morts aux États-Unis dans le cadre d'accidents liés aux essais, à l'apprentissage justement des techniques de combat. Et donc on peut considérer qu'eux aussi sont morts pour la France quand même. Hein. Bon, d'ailleurs, rappelons-le, et je pense que ce n'est pas justement étranger à cela, l'Afrique du Nord a été un des territoires français où le maillage de petits aérodromes et de pilotes privés a été parmi les plus denses du pays. Hein. Bon. Et un certain nombre de ces jeunes pilotes, s'ils n'ont pas vu le feu pendant la Deuxième Guerre mondiale, certains d'entre eux ont ensuite servi dans ce qu'on a appelé les UT, hein, les unités territoriales, pendant ce qu'on a appelé pudiquement les événements d'Algérie. Hein, voilà. Donc certains sont retrouvés aux commandes de T6, par exemple, pour faire de l'appui-feu, etc. Hein. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, donc c'est ce par quoi j'ai commencé et c'est ce par quoi je finis ma première partie. Les pieds noirs, vous en trouvez partout. Voilà. Hein, ils sont dans toutes, voilà. Ils sont dans toutes les unités. Et bon, c'est la thèse que je défends et je n'en démordrai pas. Sans les pieds noirs, il n'y aurait jamais eu d'armée française. Hein, ça, c'est sûr. Bon. Alors, bon, de ce côté-là, j'enfonce un peu une porte ouverte parce que, si vous voulez, si vous prenez des mémoires d'anciens combattants, ils le disent noir sur blanc, quelle que soit leur couleur politique. Même des gens qui ont été gaullistes le disent. Hein. Alors, bon, je peux vous donner quelques exemples de mémoire. Si vous prenez par exemple un ouvrage qui s'appelle Les blindés de la Libération, qui a été publié par le service historique de l'armée de terre, la première chose que son auteur a mis, c'est une petite formule qui dit que l'on se souvienne, hein, que d'Alger à Rabat, il n'y a pas une famille qui n'ait versé son écho à la patrie. Hein. Bon, si vous prenez justement ces mémoires de Grand Loup que j'ai trouvées sur Internet, un peu tard hélas, parce que sinon ça aurait été très bien pour mon livre, il ne cesse de rappeler que justement les pieds noirs se sont engagés et qu'il est bien dommage qu'un historien n'en parle pas plus que ça et qu'on les ait oubliés. Bon. Si vous prenez même les compagnons de Gaulle, je signale que par exemple un général comme le général Koenig, hein, qui commandait les troupes françaises à Bir Hakeim, a quand même eu à la fin de sa vie un froid avec De Gaulle parce qu'il n'a jamais accepté la scission justement avec l'Algérie
Et c'est quelqu'un qui reconnaissait justement au Pieds Noirs un rôle patriotique qui, à ses yeux, était justement quelque chose d'important et qui méritait justement d'être salué. Hein. Bon, je ne parlerai pas non plus des militaires qui parfois justement ont cassé avec De Gaulle et se sont parfois même engagés dans l'OAS, hein, et qui pour certains étaient parfois des Français libres. Hein. Si vous prenez par exemple alors là je suis désolé, j'ai un trou de mémoire alors que j'en avais discuté encore ce matin. Si vous prenez par exemple le commandant du 3e bataillon de SAS, hein, qui sont donc des parachutistes de la France libre, il se trouve que 20 ans plus tard, c'est quelqu'un qui rejoindra l'OAS. Bon, hein, bon, c'est le colonel Chateau-Jaubert, voilà. Hein. Bon, si vous lisez ses mémoires, c'est ce qu'on appelle à l'époque un Français libre. Les para-SAS, ils sont considérés comme le fer de lance des FFL. Bon, donc, dans l'esprit des gens, c'est un gaulliste. N'empêche que, 20 ans plus tard, donc, si vous voulez, ce rôle des Pieds Noirs, il est là. Il est reconnu par les acteurs de l'époque. Donc, et on en arrive à la deuxième partie de mon sujet, pourquoi diable, 70 ans plus tard, n'en parle-t-on plus? Thème intéressant. Alors, c'est un thème qui m'intéresse d'autant plus que dans le cadre du programme d'histoire du secondaire pour les terminales, vous avez deux thèmes qui sont à traiter au début de l'année. Alors, l'un, c'est la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, et l'autre, c'est la mémoire de la guerre d'Algérie. Alors, mon thème m'intéressait bigrement parce que finalement, moi, je suis à la jonction des deux. Et c'était l'occasion, justement, d'en parler avec mes élèves. Et j'ai été d'autant plus sensibilisé que cette année en Normandie, nous avons été littéralement noyés sous un tsunami de touristes lié à la célébration du 70e anniversaire du débarquement. D'ailleurs, à cette occasion, figurez-vous, mes élèves ont été capables de dénicher un ancien de la 2e DB qui venait d'Algérie. Donc, on peut même trouver des Pieds Noirs en Normandie, vous voyez. Donc lui, c'est pas compliqué. À 17 ans, il a pris son vélo, il a franchi la frontière algérienne et il est allé d'Alger à Rabat à vélo, vous voyez. Bon, comme quoi, quand on veut, hein. Bon. Justement, j'ai dit à mes élèves, eh bien, écoutez, on va voir un certain nombre de facteurs de mémoire. Et je leur ai dit, j'ai un peu honte, mais je vais en profiter pour justement creuser un petit peu mes propres articles et voir ce que éventuellement je pourrais remettre dans mon livre. Bon. Et là, vous arrivez à la fameuse dichotomie histoire-mémoire. Alors là, c'est la tarte à la crème des colloques d'histoire-géographie ces dernières années. Quand on est prof d'histoire, attention à la mémoire, etc., etc. Bon, le gros problème, c'est que l'une vit de l'autre. Bon, hein, et reste à savoir qui est né la première. Bon, là, c'est un petit peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Donc moi, c'est pas compliqué. J'ai pas ce genre d'état d'âme. Je dis que la mémoire, elle sert au travail de l'historien. Hein, et puis ensuite, l'histoire peut éventuellement permettre de revoir un petit peu la mémoire. Alors, comme je vous le disais, Toulouse a été pour moi un moment très intéressant parce que ça m'a permis de comprendre ce que, pour des Pieds Noirs, la mémoire signifiait. Et ce que j'ai pu voir, c'est que à Toulouse, c'est que la mémoire, c'est quelque chose qui est vivant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est toujours dans la tête, mais c'est aussi toujours dans le cœur. D'accord ? La mémoire, c'est de la passion. Bon. Et n'oublions pas que pour un certain nombre quand même d'entre vous, il y a du sang méditerranéen. Donc quand on dit que c'est passionnel, hein, c'est vraiment passionnel. Hein. Bon. Et donc, je me suis dit, punaise, quand effectivement ça chauffait dans les rues d'Alger en 42-43, il devait effectivement y avoir de l'ambiance. Hein. Bon, alors, c'est ça qui parfois gêne un petit peu les historiens, parce que si vous prenez l'historien, et donc je rappelle, je ne suis pas un historien, hein, je suis prof d'histoire, du secondaire. Donc, je ne suis pas ce qu'on appelle un professeur-chercheur. Bon, je suis agrégé, ce qui personnellement a flatté mon ego et prouve que j'ai atteint un certain niveau, mais je n'ai pas un statut d'universitaire. Hein. Mais ce qui est frappant, c'est que lorsque vous discutez avec ou bien des enseignants du secondaire ou du supérieur, ils vont vous dire ce qui est le propre du prof d'histoire, c'est que justement, il veut prendre un petit peu de distance. Il veut être
comment dire, un petit peu comme le scientifique qui va décortiquer sa grenouille sur sa planche à découper. Bon, alors c'est la première chose que j'ai dit à mes élèves. Et puis ensuite, j'aurais dit, écoutez, on va prendre le premier document qui est dans votre manuel, document qui est écrit par un historien qui est présenté comme étant le spécialiste. Voilà, c'est pas peine de... Bon. Oui, je sais, il n'est pas agrégé, ce qui m'agace un petit peu. Donc, j'ai dit, on va lire son texte, et mes élèves lisent le texte, et là, que voit-il? Stora se présente comme un auteur engagé. Et là, je dis, il n'y a pas quelque chose qui vous gêne? Bah, ils me disent, si on est censé prendre de la distance, on ne peut pas être engagé. Ah, je leur ai dit, bravo mes cocos. Bon, donc, je leur ai dit, voilà, vous oubliez l'idée du prof qui est engagé, enfin l'idée du prof objectif, détaché. J'ai dit, on ne peut jamais être détaché de l'objet qu'on étudie. Par contre, si l'on est un type un tant soit peu intelligent et un tant soit peu honnête, on essaye de pêcher un maximum de renseignements à droite et à gauche, on les présente, et ensuite on dit, voilà quelles sont mes conclusions, et si vous n'êtes pas d'accord, enclenchons la discussion. Voilà. Mais on évite, si vous voulez, d'ériger des jugements à l'emporte-pièce. Et c'est vrai que ce qui m'embête, et je ne suis pas le seul, hein, vous prenez un historien comme Henri Rousseau, c'est la même chose, ce qui m'embête parfois dans la mise en avant du devoir de mémoire, c'est qu'effectivement vous avez des gens qui s'érigent non plus en chercheurs ou en historiens, mais en moralistes. Bon. Et ça c'est un petit peu gênant. C'est un petit peu gênant parce que ça fausse le champ justement des recherches, ça fausse le débat, et ensuite ça empoisonne tout parce que du coup, votre objet de recherche, au lieu d'être un thème de discussion sur le passé, devient un enjeu de discussion sur des thèmes qui sont présents. Vous voyez, bon, vous en avez vu un exemple qui est parfait, c'est le film Indigène. Au lieu de permettre de discuter sur ce qu'était l'armée d'Afrique et sur ce qu'a été l'engagement des populations justement d'Afrique du Nord, et quand je dis population, j'entends tout le monde, ça a été une espèce de plateforme revendicative qui a servi pour des associations disant, puisque nos grands-pères se sont fait tuer pour la France, nous avons droit à ceci, ou la France doit faire cela, etc. Bon, avec cette satanée question du droit de la question de la repentance, etc., etc. Bon, bref. Donc, j'en arrête donc de partir dans toutes les directions tout en revenant à mon point. Ce que je veux dire, c'est que évoquer la mémoire est quand même plus difficile que ce que je viens de vous faire là. Parce que ce que j'ai fait en première partie, c'est pas compliqué. Vous prenez des documents, ensuite vous les alignez, et puis vous essayez de faire un discours plus ou moins bien argumenté qui les aligne les uns après les autres. Quand vous faites le devoir de la mémoire, là, vous allez tomber, j'allais dire, dans ce qu'on appelle la psychologie des foules, la psychologie collective. Et le problème, c'est que qui dit psychologie des foules et psychologie collective dit psychologie de comptoir, quoi. Hein. Donc là, il faut essayer absolument de ne pas tomber, j'allais dire, dans les représentations caricaturales qui, parfois, vous en arrivent à faire dire le contraire de ce que vous voulez expliquer. Voilà. Donc, maintenant, allons-y, mon introduction étant terminée. Donc, est-ce qu'on pourrait envoyer la troisième diapo? Voilà. Partons donc dans ce que j'appelle la mémoire. Voilà. Alors, la photo que vous avez là m'a été envoyée par un monsieur qui s'appelle Jackie Delmonte, enfin je crois. Enfin bref, c'est quelqu'un qui fait partie d'une association d'anciens de Cuba. Hein. Il m'a envoyé donc plusieurs photos qui montraient l'association des anciens combattants lorsque on avait des cérémonies justement commémoratives. Là, vous avez donc une cérémonie qui montre la remise du drapeau à l'association des anciens combattants en 1946. C'est assez intéressant parce que c'est donc tout chaud, tout frais, hein, de l'après-deuxième guerre mondiale, et ça vous permet de voir justement comment notre mémoire, elle s'est construite. Quand on parle de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale côté Afrique du Nord, en fait, on ne doit pas dire une mémoire, on doit dire des mémoires. Alors, vous allez me dire combien? J'en sais rien, tellement il y en a.
Alors allons-y. Première mémoire que vous pouvez voir, celle-ci. Alors cette mémoire, c'est laquelle? Eh bien, c'est celle des anciens combattants. Si vous regardez un petit peu les gens qui sont à l'avant-plan et puis à l'arrière-plan, vous allez voir qu'il y a deux générations. Vous allez voir des gens qui ont aux alentours de la cinquantaine ou la soixantaine et qui donc sont des anciens combattants de la guerre 14-18. Et puis, mais c'est vrai que là on le voit mal, j'avais une autre photo où on voyait mieux, le personnage en costume clair et qui est ganté, lui il est tout jeune, hein, il a la vingtaine, donc ça c'est la génération qui a connu le feu entre 42 et 45. Peut-être même en 40, hein. N'oublions pas qu'il y a eu quand même des pieds noirs qui sont fait tuer aussi pendant ce qu'on a appelé faussement la drôle de guerre et puis le Blitzkrieg de 40. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que nos pieds noirs, ils se rattachent directement à une tradition qui est celle de la Grande Guerre. L'Afrique du Nord, ce qui la caractérise, c'est qu'elle a une mémoire qui est en prise directe avec la mémoire des anciens et de la Grande Guerre. Et pour les gens qui habitent en Afrique du Nord, il n'y a pas de rupture. Il y a un continuum historique. Mon arrière-grand-père ou mon grand-père s'est battu en 70, mon père s'est battu en 14, moi je me suis battu en 44-45. Vous avez des strates historiques qui font que chaque génération a fait son devoir et que les pieds noirs, par conséquent, ils ne s'en rendent pas compte, mais par rapport à la métropole, ils sont complètement en décalage. Bon, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que 40-45, pour la majorité des Français, c'est quoi? Un, c'est l'occupation. Or, l'Afrique du Nord, elle n'est pas occupée. Deux, c'est la défaite. Or, les Nord-Africains, ils ne l'ont pas vu, cette défaite. Trois, 40-45, ou bien papa, tonton sont prisonniers, ou bien ils reviennent à la maison, et puis c'est pas un grief, hein, ils essayent de survivre comme ils peuvent. Bon. L'Afrique du Nord, papa, tonton sont allés faire la guerre, et on s'est battu. Par conséquent, il y a, comment vous dire, l'imaginaire qui est accolé à la guerre n'est absolument... Pardon? Oui, après il y a eu des prisonniers. Mais si vous voulez, vous ne trouverez pas un taux de combattants en métropole qui équivaut à celui, qui équivaut à celui de l'Afrique du Nord. Hein. Ce que je veux dire, c'est que vous ne trouverez pas en France, dans chaque famille, je dis bien dans chaque famille, quelqu'un qui a fait la guerre au sens militaire du terme. Hein. Bon, moi, mon grand-père, mes deux grands-pères ont fait la guerre. L'un, il l'a fait en 40 sur le front italien, sur le front des Alpes. Il m'a raconté quelques faits d'armes contre les Italiens, mais ça s'est limité à ça. Et mon deuxième, il est parti en Corse et il m'a dit, ben voilà, on m'a donné un cheval, un pistolet, une carte, et puis il a attendu les Italiens qu'il n'a jamais vu venir. Hein. Bon, voilà, dans ma famille, c'est ça. Si vous prenez une famille d'Afrique du Nord, ils vont vous dire, mon père, il a été en Italie, mon père, il a été en France, il a été en Allemagne. Pour certains, pas tous, il a fait la Tunisie. Bon, vous voyez, le problème, il est là. Bon, au Maroc, etc. Donc, si vous voulez... ce que je veux dire, c'est que l'Afrique du Nord, elle a une mémoire qui est combattante et c'est une mémoire qui est collective, réellement. D'accord? Alors, j'avais utilisé donc une formule là aussi à Toulouse et j'ai bien aimé parce que des gens après sont venus m'en parler, hein, mais j'ai dit que justement le problème des pieds noirs, et c'est donc ça qui se construit dès le début, c'est que par rapport aux métropolitains, ils sont à contre-temps de l'histoire. Voilà. Ils sont des vainqueurs quand les métropolitains, quoi qu'on dise, traînent des casseroles de vaincus. Ils sont considérés comme des colonialistes quand, en métropole, vous avez déjà un discours anticolonialiste. Ils sont considérés comme ayant été la terre d'élection de Vichy, quand en France, il est de mode de dire que personne n'a été vichiste. Bon, voilà. Grosso modo, voilà, c'est pas compliqué. L'Afrique du Nord, c'est le négatif de la France. Voilà. Et tout le problème, voilà, si vous voulez, déjà, il vient de là. Hein. Bon, là, je n'ai pas mis le texte, mais j'ai trouvé dans la dépêche d'Alger un texte qui, justement, racontait le retour des tirailleurs du 7e RTA. Et à la fin, ça se termine d'une manière assez... bon, pour quelqu'un qui le lit aujourd'hui, qui pourrait paraître assez étonnante, on dit, ben voilà, l'Afrique du Nord... C'est par l'Afrique du Nord que la France s'est régénérée et qu'elle a ressuscité.
Bon, ce qui est une belle formule. Simple, c'est assez christique, hein. Le problème, c'est que cette formule, si vous voulez, c'est tout à fait ce qu'on employait en 14-18. C'est plus du tout, mais alors plus du tout, ce qu'on utilise en 1945 en France. Hein. Donc, j'y reviens et puis j'arrête là. Je vous disais que l'Afrique du Nord, en 1939, elle vivait au son du clairon. En 1945, elle vit toujours au son du clairon. En France, c'est déjà plus le cas. Bon, et n'en parlons pas aujourd'hui. Hein. Bon, donc, ça c'est la première chose. Bon, la deuxième chose, évidemment, que je tiens à montrer, évidemment, c'est les drapeaux. Hein. C'est-à-dire que, et là aussi j'y reviens, l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, elle a magnifié, elle a renforcé encore plus cette idée que entre la France, son armée et l'Afrique du Nord, il y a une osmose. Vous voyez, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Bon. Et le drame, c'est que si les gens en Afrique du Nord en sont convaincus, et ça vous le voyez dans les documents, les métropolitains, eux, alors là on sont loin. Bon. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, vous avez 40 millions de Français qui sont devenus anticolonialistes, antimilitaristes et autres. Mais, et c'est très frappant, vous avez déjà le sentiment en 1945 qu'il y a une page qui est en train de se tourner. Voilà. Et ce qui le montre, et c'est ça qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'à Vincennes, vous pouvez trouver un document qui est extrêmement intéressant. C'est celui du 2e bureau des services de renseignement des divisions justement d'Afrique du Nord. Alors il y en a une qui en particulier est très documentée, c'est la 3e DIA, qui est la division donc, qui avait été commandée par le général Montsabert et qui est sans doute considérée comme étant l'élite de l'élite. Bon. Vous avez des cartons entiers de contrôle sur le moral. Alors comment peut-on contrôler le moral? Ben, c'est pas compliqué, hein. Vous prenez les lettres, vous décachetez et puis vous faites des rapports. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que vous avez déjà, et on est en 1945, hein, vous avez déjà des sous-officiers et des hommes du rang qui demandent à pouvoir rapatrier leur famille. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous avez déjà des combattants, alors que la guerre n'est pas finie, hein, qui sentent que ce qui va se passer en Afrique du Nord va remettre en cause leur vie et leur avenir. Bon. Alors, d'où vient ce sentiment? Eh bien, c'est lié aux événements qui se passent à l'époque. C'est-à-dire que ça commence à bouger en Syrie et au Liban. Ça recommence à bouger dans le monde arabe. Bon. Et beaucoup de gens parlent d'un fait qu'on a oublié, c'est que beaucoup bon, là aussi, je suis anachronique, hein, mais désolé. Beaucoup de pieds noirs, à l'époque, ont été sensibles au fait qu'il y a une propagande de l'Axe qui a été menée vers les musulmans. Et les rapports disent qu'un certain nombre d'entre eux s'inquiètent non pas des répercussions à court terme, mais plutôt à long terme que ça pourra susciter. Hein. Bon, donc, si vous voulez, voilà donc le premier point que je tiens à souligner. Vous avez donc une Afrique du Nord qui a vécu la guerre, mais qui ne l'a pas vécue de la même manière que la métropole. Bon, donc déjà, premier clivage. Bon. Ensuite, deuxième clivage, on y arrive, les métropolitains. Alors, les métropolitains, 70 ans plus tard, c'est évidemment difficile de vous dire ce qu'ils ont pu ressentir vis-à-vis de l'Armée d'Afrique, vu que quelqu'un qui a connu les événements, bon, aujourd'hui, il a entre 88 et 93 ans. Hein. En tout cas, c'est la fourchette d'âge des vétérans que j'ai pu voir et avec qui j'ai pu discuter. Et donc, je ne peux me fier qu'aux souvenirs que j'ai eus de gens que j'ai connus. Bon, alors, je vais vous raconter une petite anecdote. On est donc en 1985, j'ai 20 ans, je fais mes études à Bordeaux et je suis reçu par des amis de mes grands-parents qui, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, vivaient à Marseille. Bon, donc, on parle de la Deuxième Guerre mondiale qui m'intéresse, ils me parlent des rapports occupants-occupés et puis de la libération. Et là, ils me disent « Ah, mais on a eu l'occasion de connaître justement des Algériens à l'époque. » Et ils m'ont dit « Est-ce qu'ils étaient français ?» Bah, j'ai dit la question me semble un peu curieuse, mais... Et ils me disent « Oui, mais tiens, de toute façon, on va te montrer des photos. » Et alors là, qu'est-ce que je vois? De grands blonds aux yeux bleus.
Ah, mais j'ai dit, c'est ça pour vous l'Algérien? Et là, j'ai découvert qu'effectivement, dans les papiers de l'époque, et vous pouvez trouver ça dans certains rapports militaires, quand on vous parle d'Algériens, on parle non pas, pour nous, en 2014, de musulmans, on vous parle de gens vivant en Algérie. C'est-à-dire que dans un certain nombre de papiers de rapports, vous avez, par rapport au mot algérien, je dirais le sens que l'on a pu donner au 18e au mot américain. Le mot américain, ça ne désignait pas l'Indien qui vivait en Amérique, ça désignait le colon anglais qui vivait en Amérique. Eh ben, j'ai découvert que pour les gens de la génération de mes grands-parents, l'Algérien, c'était celui qui vivait en Algérie. Bon. Alors, où vais-je en venir? Eh bien, c'est que lorsque nos pieds noirs, ils ont débarqué en France en tant que tirailleurs, spahis, chasseurs d'Afrique, et que les gens leur jetaient des fleurs et les acclamaient, ils ne voyaient pas en eux des Français d'Afrique du Nord, ils voyaient en eux des Arabes, des musulmans, d'accord? Bon, j'utilise les mots à bon escient parce que vous avez cette anecdote qui est rapportée par un juif d'Algérie qui s'appelle Henri Chemouilly, hein, qui a donné cette anecdote justement du côté de Nice. Hein. Vous avez une colonne donc de tirailleurs qui descendent, et puis les gens leur jettent des fleurs en disant « Hurrah, hurrah, vive les Américains !» Et puis eux ils regardent et ils disent « Mais non, con, on est français !» Bon, et alors on dit... Et donc les gens, ah vous êtes français, mais alors vous venez d'où? Ben on est d'Algérie. Et réponse unanime, ah ben vous êtes arabe. Bon, donc, bon. Et ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a entendu parler de ça en 62. Bon, quand je vous le dis, hein, quand j'étais enfant ou ado, il y avait des pieds noirs autour de moi. C'est plus facile à trouver dans le sud-ouest qu'en Normandie. Hein. Et ils m'ont raconté cette histoire. Mais ce à quoi je n'avais pas pensé, c'est qu'en 1944, il y a eu le même malentendu. Bon. Alors, à quoi veux-je en venir? Eh bien, c'est que le paradoxe, c'est que nos pieds noirs, du coup, ils sont invisibles. Ils sont invisibles. C'est-à-dire que, ou bien on les prend pour des métros, des francaouis, quoi, voilà, ou bien on les prend pour des Arabes. Mais l'idée que des Français soient venus de l'autre côté pour libérer la mère patrie est restée ignorée de la quasi-totalité des gens. Bon. Et... bon, c'est ce que j'ai mis sur un petit article de l'Algérianiste. Hein. Même le plus ignare, même le plus inculte de mes élèves, aujourd'hui, c'est ce qu'est un poilu. Hein. Par contre, si je leur dis qu'en 39-45, il y a des Français qui sont battus et que parmi ces Français, il y avait une grosse proportion de Français d'Algérie, ils me regardent avec des billes hein, à la place des yeux en disant « Ah, bon. » Bon. Donc ça, c'est la deuxième chose. Mais on n'en a pas fini. Troisième facteur que vous pouvez mettre en avant. Troisième facteur que vous pouvez mettre en avant. Alors là, on en arrive à celui qui est la superstar, effectivement, des pieds noirs, bon, à savoir De Gaulle. Alors, oui, alors justement, n'oublions pas que quand même, alors ça aussi c'est quelque chose qui, je pense, méritera d'être creusé. C'est pour ça que là, je suis en train de pondre aussi un petit article pour l'Algérianiste. N'oublions pas, et c'est ce que je vous disais, qu'en 1943-1944, il y a eu quand même beaucoup de jeunes pieds noirs qui se sont engagés aux côtés de Gaulle parce que, à leurs yeux, c'était quelqu'un qui incarnait justement la France qui se battait et qui apparaissait comme quelqu'un de plus énergique que Giraud. Alors là aussi, c'est monsieur Étienne Muvien qui m'en a parlé. Et je regrette bien qu'il soit plus de nos jours, enfin plus parmi nous de nos jours, parce que si j'avais pu le rencontrer et en discuter pour approfondir. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez, vous avez des gens qui à l'époque se sont engagés auprès de Gaulle parce qu'ils y croyaient. Et évidemment, inutile de vous dire qu'ils ont fait partie de ceux qui étaient 20 ans plus tard les plus enragés parce qu'ils estimaient qu'ils avaient été faits cocu, quoi. Hein. Bon, mais justement, c'est ce dont je parlais dans la première partie. Les relations avec justement De Gaulle et les forces armées des Français libres, là aussi, ont joué, si vous voulez, contre la mémoire des Français d'Afrique du Nord, parce que le terme là aussi est un peu anachronique, mais si je disais en termes de marketing, en termes de pub, en termes d'image, les forces françaises libres ont été mieux vendues à l'opinion que l'armée d'Afrique. Bon. Et
ça aussi, c'est quelque chose que vous constatez, et c'est très frappant, dès la fin de la guerre. C'est-à-dire que si vous regardez mes fameux rapports sur le moral, vous voyez que dès 1944, vous avez des soldats qui se plaignent d'être mieux traités que les gars de la 2e DB, quand ils sont à la première armée. Alors, comment est-ce que ça se voit? Ils estiment qu'ils ont un ravitaillement qui est moins bien organisé, ils estiment qu'ils sont moins mis en avant, et ils estiment que dans l'opinion publique, surtout, on ne s'intéresse pas à eux. Alors, il y a, là aussi, vous pouvez trouver des témoignages. Alors, vous avez par exemple les gars de l'armée de Lattre. Alors, prenons un témoignage là aussi. Alors, un médecin de blindé, il s'appelle Henri Deloupy. Il est à Paris, il est dans un camion. Bon, et il y a des gamins qui courent derrière lui en disant voilà, voilà, hurrah, hurrah, vive les héros, etc. Et les gamins se plantent devant le camion et ils disent est-ce que vous êtes de l'armée Leclerc? Et eux leur disent non, non, nous on est de l'armée française, on est de la première armée. Que font les gamins? Ils s'en vont. Vous voyez? Bon, donc, vous avez déjà une désaffection qui se manifeste, et c'est même tellement vrai que, alors ça c'est souvent peu mis en avant quand vous avez des rapports qui sont faits sur les unités combattantes et puis la campagne des Vosges et la campagne d'Alsace, mais vous avez eu en décembre 1944 une crise du moral très très grave qui a touché l'armée d'Afrique et qui est liée en partie au fait que les soldats de l'armée d'Afrique s'estiment complètement oubliés par l'opinion publique qui considère qu'à partir du moment où le pays a été libéré, la guerre est terminée. Voilà. Et donc, vous avez des rapports et des témoignages assez poignants de soldats et d'officiers qui disent « Mais qu'est-ce que les Français attendent pour venir nous relever? Qu'est-ce qu'ils attendent pour venir se battre à notre place ?» Alors c'est vrai que vous avez eu l'amalgame avec les FFI qui sont venus renforcer la première armée, mais quand vous lisez les rapports, et c'est ça qui vous prouve qu'on n'est pas dans un cadre justement très partial, les FFI ont exactement le même sentiment. Ils ont exactement le même sentiment. Donc, ce qui fait que, si vous voulez, vous avez une mémoire qui se construit, c'est qu'elle est partagée. Bon. Or là, autant en 14-18, l'arrière a soutenu les gars du front. Et pourquoi? Parce que toutes les familles françaises étaient concernées. Autant en 44-45, les Français s'en foutent, parce que pour la plupart d'entre eux, ils ne sont absolument pas concernés. Alors évidemment, si vous êtes Alsacien ou Lorrain, vous le savez, parce que comme vous recevez tous les jours des bombes sur le coin de la figure, avec l'Alsace-Lorraine, c'est avec la Normandie, la région qui a quand même le plus dégusté. Bon, là oui, c'est une signification. Mais pour le reste de la France, la guerre, elle est finie. Elle est finie. Frédéric, oui. Il faudra conclure, parce que, excusez-moi, je fais le rabat-joie. Ouais. Donc, j'arriverai bientôt. Alors, justement, mais j'arrive à la dernière partie, justement. Donc, on en arrive à la dernière partie, c'est le côté militaire. Je vous parlais de l'Alsace et de la Lorraine qui étaient des fronts que les gens avaient oubliés. Ce qui a aussi desservi la mémoire des Pieds Noirs, c'est que, et d'ailleurs c'est la même chose en 14-18, avec le front des Dardanelles et puis le front d'Orient, ils se sont retrouvés mobilisés sur des fronts que l'histoire de France a oubliés. Vous avez l'armée d'Italie, 43-44, c'est effectivement, vous avez le Garigliano, Cassino, etc. Mais voilà, l'armée d'Afrique, elle rentre dans Rome le 4 juin, le 6 juin, c'est le débarquement de Normandie. Et donc, dans la mémoire collective, qu'est-ce qui s'est imposé? C'est la bataille de Normandie, bon, c'est la remontée de l'armée pattonne, etc. C'est pas ensuite l'Italie et le débarquement en Provence. Bon. Ensuite, le débarquement en Provence, il y a eu du dégât du côté de Toulon et de Marseille, mais ça n'a quand même jamais été ce qu'en Normandie, les gens ont connu du côté de Caen ou Falaise. Bon. Donc, et ça je l'ai vu justement, si vous regardez l'appareil commémoratif, les musées, les trucs et les machins qui vont happer le touriste, autant chez moi, n'importe quelle ferme a à vous montrer un bout de canon et puis un casque abandonné par les Fritz en déroute, autant si vous allez en Provence, vous avez des monuments évidemment, vous avez quelques musées. Voilà. Bon. Mais il faut avouer que le touriste ne va pas être attrapé par un appareil commémoratif qui va lui dire « Rappelle-toi
que ici. Voilà. Et puis, si vous prenez donc ensuite la bataille d'Alsace, qui est une des plus sanglantes que l'armée française ait menée, elle est menée alors que le territoire, à l'exception des poches de l'Atlantique, est complètement libéré. Donc, les Français, ce qui les intéresse, c'est manger, dormir et puis revivre. C'est pas la guerre. Donc, encore une fois, nos pieds noirs qui se battent, ils redeviennent invisibles. Vous voyez? Bon. Oui. Donc vous voyez, ça colle. Voilà. Et bon, la dernière chose, et donc puisqu'il me reste 2 secondes, c'est ce que je vais dire, la dernière chose qui a fini d'enterrer l'armée d'Afrique, c'est que dans l'enseignement, et je dis bien enseignement, par pitié, ne me dites pas que c'est à cause des profs. Hein, dans l'enseignement de l'histoire en France et dans les programmes scolaires officiels, l'enseignement de la Deuxième Guerre mondiale ne se fait plus au prisme de l'histoire militaire. L'histoire bataille, l'enseignement des grands hommes, etc., c'est terminé. D'accord ? Ça a été remplacé par une histoire économique, sociale, la résistance, la déportation, ce que vous voulez. Mais le militaire, donc même les Français libres, hein, vous parlez de Leclerc à mes élèves, à part une enseigne de grand magasin, ils ne voient plus. Hein. Bon, voilà, hein, je vais vous donner, donc ce sera le mot de la fin. Quand j'ai présenté mon travail au milieu des étudiants qui avaient fait leur master à Caen, donc sur une quinzaine d'étudiants, donc inutile de dire que j'étais le plus vieux quand même, sur la quinzaine d'étudiants qui étaient avec moi, j'étais le seul hein, à présenter un sujet militaire. Alors c'est vrai, il y en avait un autre, mais lui c'était les Français sous le casque allemand, vous voyez. Donc c'était plutôt sous l'angle de la collaboration que ça l'intéressait. Mais l'histoire militaire, elle a été enterrée, et donc l'armée d'Afrique, elle a été enterrée avec. Voilà. Et si en plus vous mettez en avant cette espèce de rémanence obsessionnelle du passé sur justement la collaboration, le rôle de Vichy, etc., voilà, ça a fini d'enterrer. Alors ce que j'espère, c'est que avec même si effectivement ça suscite discussion, la remise en avant justement des troupes indigènes, etc., ça suscitera peut-être l'intérêt de chercheurs qui fera qu'on en reparlera. Hein. Et puis je me dis qu'après tout, puisque presque un siècle après, les arrière-petits-enfants des poilus ont redécouvert ce qu'avaient fait justement leurs aïeux, pourquoi est-ce que pour les Français qui sont battus en 39-45, vous n'auriez pas le même retour de l'histoire? Voilà. En tout cas, ce que j'espère, c'est que, et c'est ce que je disais à Toulouse, hein, le jour où mourra le dernier combattant de l'armée d'Afrique, j'espère bien qu'il sera enterré aux Invalides, au son justement de la marche des Africains. Hein. Voilà. Merci. Merci Frédéric. Je crois que tu détiens là le nœud du problème et l'incompréhension essentielle, tu vois. C'est-à-dire, et ce qu'on a essayé de montrer dans ce colloque, c'est-à-dire la continuité qu'il y a entre la mémoire que les pieds noirs ont de l'armée d'Afrique et qui va leur faire leur cadre cognitif jusqu'à l'engagement dans l'OAS, qui constitue ce cadre cognitif. Et ce cadre cognitif, toujours, tu dis au niveau de l'amalgame, etc., mais c'est l'histoire de la France. C'est-à-dire que la France s'est constituée sur son armée. Dès comment dire, Valmy et tout ça, l'imagerie populaire, c'est son armée. Et les pieds noirs, quelque part, sont dans la tradition de cette image de la France. Voilà, moi je le crois profondément. Et l'incompréhension qu'il y a, on la retrouve là. Un autre élément que je voudrais rajouter, on parlait au départ de l'exposé, tu nous parlais de la mobilisation, le Maroc par rapport à l'Algérie. Moi, ma famille, on est d'Algérie. On est de Ouadember, à côté de Sidi Bel Abbès. Bon, ça intéresse peu de monde, mais le recrutement s'est fait à Meknès. Et donc, je ne sais pas dans les statistiques, tu vas nous le dire, s'ils sont considérés originaires d'Algérie ou originaires du Maroc dans la Constitution, quoi, hein. Voilà. Et ensuite, il y a un élément sur lequel je me permets d'insister aussi, c'est la différence qu'il y a entre les mobilisés
et les engager. Il n'y a pas de notion de valeur, ni plus ni moins. Mais chez les Pieds Noirs, c'était démobilisé pour l'essentiel. Et chez nos amis indigènes, comme on les appelait alors, il y avait beaucoup d'engagés, hein, pour une question qui était liée à, à la citoyenneté, etc. Et donc cette nuance explique aussi un certain nombre d'incompréhensions qu'il y a. Et bien, les mêmes ont donné leur sang et les mêmes sont à réunir, bien sûr, dans la mémoire. Oui, alors concernant justement l'origine, hein, c'est ce que vous montre justement le diagramme circulaire, ils sont comptabilisés comme venant du Maroc. Hein, là, de ce côté-là, les chiffres sont là. Hein. Alors après, ce qui complique par contre, c'est lorsque vous voulez avoir des états de perte, les gens sont uniquement comptabilisés comme français ou musulmans. Et c'est très difficile d'avoir des chiffres qui permettent de savoir qui a perdu combien d'hommes. Et ça, je regrette un petit peu parce que, bon, parfois ça fait un petit peu querelle d'épicier, mais on se dispute souvent autour des chiffres pour savoir, moi j'ai eu tant de morts, non, toi t'en as eu plus. Et c'est malheureusement souvent un thème qui est utilisé justement, j'allais dire, pour des revendications identitaires. Hein. Alors si vous prenez justement le fameux film indigène, vous avez souvent des chiffres qui vous sont donnés en disant oui voilà vous avez 22 000 tirailleurs nord-africains qui sont tombés pour la France, oui d'accord, mais bon il y a 22 000 pieds noirs qui sont tombés aussi. Bon. Et ça tend malheureusement souvent à, j'allais dire, décrédibiliser le débat et à lui faire perdre toute sa profondeur, quoi, et tout son intérêt en plus. Hein. Mais effectivement, je pense que l'appartenance que les Pieds Noirs avaient à l'histoire de France au point de vue militaire du terme, c'est l'un des éléments essentiels pour comprendre pourquoi ils se sont sentis en déphasage avec le reste de la société française. Vous avez un spécialiste d'histoire militaire hein, qui s'appelle Jean-Pierre Servan, qui est un officier de réserve aussi, hein, qui justement l'a bien analysé hein, dans un bouquin qui s'appelle Le complexe de l'autruche. Pour lui, justement, le découplage, ce qui finit le découplage, c'est la guerre d'Algérie. C'est l'époque où justement l'opinion française, elle termine de se couper de son armée et que, comment vous dire, la version de l'histoire vue sous l'angle du héros, c'est fini. Voilà. Désormais, ce qu'il faut, c'est une histoire qui est vue sous l'angle de la victime. Voilà. Et comme nos Pieds Noirs combattants, c'est plutôt le héros, ben voilà, il ne rentre plus dans les cases, quoi. Voilà. Et c'est important aussi de faire le lien avec l'intervention d'Henri Christian Giraud sur l'aspect, la relation avec les communistes, et aussi il y a un certain nombre de choses à pas révéler. À ce moment-là, il y a dans le cadre cognitif, il y a cette influence qui commence à rentrer de manière importante. Donc on est prêt à prendre pendant quelques minutes des remarques, des questions de la salle. Je sais qu'il y en a beaucoup, et vous m'excuserez, je serai rabat-joie parce que je veux que Michel Delenclos se prépare. C'est Zora. Bonjour monsieur. Oui. Je votre camembert là. Il est coupé, je ne sais pas en combien de fois. Et qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce camembert coupé? Combien de pourcentage peut-être l'indigène ou parce que moi j'ai pas compris ce que réellement vous avez dit. Alors, je reprends. Ce document-là, il provient des archives militaires françaises. Il a été fait en novembre 1944 et les chiffres sont repris dans les mémoires du général Juin. Et en fait, c'est une étude statistique sur la mobilisation des Français d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Et ça vous permet de voir combien de Français ont été mobilisés en valeur absolue, hein, c'est-à-dire en milliers, et ensuite en part relative, en pourcentage. Voilà. Et donc, ça permet de voir, si vous voulez, que si on part sur une étude en valeur absolue, c'est l'Algérie qui fournit le plus de soldats. Si on regarde en part relative, en pourcentage, c'est le Maroc. Bon. Et ça permet de voir que vous avez un taux qui est énorme, parce que généralement, quand on mobilise des gens, c'est entre 8 et 10% d'une population. Là, c'est le double. Et votre question, elle est bienvenue. Le problème, c'est que ce document n'existe pas pour les musulmans. Voilà.
Vous n'avez pas l'équivalent, le service historique des armées n'a pas été capable de m'en trouver un. Vous avez un chercheur dans les années 90 qui s'appelle Belkacem Recham, qui a fait chez l'Harmattan justement un livre qui s'appelle Les militaires algériens dans l'armée française 1919-1945, qui lui aussi a cherché, l'équivalent n'existe pas. Sinon, je vous l'ai remontré avec plaisir, mais vous ne pouvez le trouver que pour les citoyens français. Que vous avez montré tout à l'heure, est-ce que aussi il y a des indigènes à la... non, alors là aussi, s'il y en avait eu, je les aurais montrés parce que ça aurait pu être une bonne illustration de mon propos. Mais les 3 photos dont je dispose ne montrent, ne montrent que les Européens. Ah, donc les Algériens... Alors, est-ce que ça veut dire que les anciens combattants musulmans sont ailleurs? Je ne sais pas. Bah oui, apparemment, parce qu'ils ne sont pas là. Parce que là, on ne les voit pas. Sont battus. Voilà. Or, si vous regardez quand même les mémoires justement des anciens, ce qui signale, c'est que jusqu'au milieu des années 50, normalement, au moins les anciens de la guerre de 14 viennent. Bon, donc je présume que peut-être pour une question de... Ils ont fait toutes les guerres, monsieur. Voilà. Alors c'est face au monument aux morts à Kouba. Voilà. Bon, il aurait peut-être fallu un grand angle, mais non, effectivement, on parle que des pieds noirs, on ne parle pas des harkis. Les harkis, on les oublie là. Oui, oui. Non, mais si, c'est la question. Si, la question est importante. La réalité, elle est simple et comment dire, dans la mémoire collective, elle existe. C'est les monuments aux morts en Algérie où il y avait toutes les communautés, les unes derrière les autres, avec beaucoup de noms de musulmans, entre guillemets, ou d'Européens. Et lors des commémorations, on avait aussi ce rapprochement. Bien sûr, on ne pouvait pas faire sans, c'est évident. Donc là, bon, on peut discuter sur la photo. Parlez dans un micro, Marcel, parce que sinon on ne va pas vous entendre et on ne va pas le garder en mémoire. Marcel, une remarque? Et après, on passe à une autre question. Allez-y, Marcel. Juste pour répondre à l'inquiétude de Zora, il est évident qu'en Algérie, dans toutes les commémorations, il y avait, en particulier pour les tirailleurs algériens, eh bien, ils étaient là à tous les monuments, devant les monuments aux morts et pour toutes les manifestations. Donc, je pense que là, on ne voit simplement qu'une commémoration et quelques représentants, mais on ne voit pas la réalité des commémorations en Algérie. Bien sûr. Une autre remarque, une autre question. Et après, on va aller. Jacqueline. À propos comment dire, des professeurs, M. Rimbat, j'en suis et je connais bien le problème. Alors je pense qu'effectivement, historiquement, on peut expliquer ce clivage concernant la façon dont les pieds noirs sont considérés, mais je pense aussi qu'il y a un aspect idéologique, un rapport direct avec, mai 68, etc., avec une idéologie que nous connaissons tous, qui fait que j'ai entendu, moi, parmi mes collègues, des gens, des professeurs, qui faisaient part de, je peux dire, racisme envers des élèves dont le père était militaire. J'étais à l'époque en Alsace. C'est arrivé de nombreuses fois. On entend aussi des professeurs qui sont censés avoir fait des études, qui vous disent « Oh, dans le fond, il en faut bien, il n'y a pas de saut-métier ». Voilà, ça c'est en parlant des militaires de carrière, des militaires qui vont au feu. Bon. Et puis, moi je me souviens, ça c'est un souvenir d'enfance, j'avais une grand-mère qui nous disait toujours, quand on croisait des camions militaires, il fallait leur dire bonjour. Ça m'est resté longtemps. Ça ne se fait plus, ça ne se voit plus. Puis d'ailleurs, l'armée, on ne la voit plus tellement non plus. Voilà. Merci, Jacqueline. Encore un témoignage. Oui, un petit mot qui concerne la première partie de votre travail. J'ai eu le témoignage d'un pied noir qui vivait dans une ferme, un jeune, qui s'est engagé dans la période qui a suivi 1939 et avant le débarquement, et qui
engagé était dans la formation du personnel des blindés en Algérie, dans l'esprit de préparation à un retour pour libérer la France. Voilà, il y avait donc, et il racontait que, par exemple, quand ils étaient menacés du passage d'une commission allemande pour vérifier ce qui se passait en Algérie, eh bien, ils travaillaient avec des chars Renault et ils allaient planquer les chars Renault dans les mechtas pour qu'ils ne soient pas visibles. Oui, alors, hop. Oui, donc là, si j'avais eu un peu plus de temps, ça aurait pu permettre justement d'évoquer ce qu'on appelle les figures oubliées. Et là, ça permet d'évoquer une figure centrale qui est celle du général Weygand. Hein. Et bon, justement, de l'image justement assez duale qu'on a, et qui met justement aujourd'hui parfois les historiens ou les spécialistes assez mal à l'aise, parce que si vous voulez dresser un portrait à charge, on va toujours vous mettre en avant le fait qu'il a été un des bras armés de la Révolution nationale en Afrique du Nord. Et puis, ce qui met parfois encore plus les gens mal à l'aise, c'est lorsque vous mettez en avant le fait que, et ce n'est pas un mythe, il a été l'instrument et l'organisateur effectivement d'une revanche de l'armée d'Afrique, en mettant sur pied, en organisant un système militaire, politique et civil, qui a été directement à l'origine du succès de la mobilisation justement décrétée en novembre 1942. Quoi. Bon. Et ça, effectivement, je vous le disais, là aussi, ça ne rentre pas dans les cases préformatées de l'enseignement de la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Et ça a contribué, là aussi, à effacer sa mémoire. Alors que lorsque vous regardez et que vous écoutez des témoignages de l'époque, son rôle est mis en avant. Là, au SHD à Vincennes, ils ont un véritable trésor qui consiste en une série d'interviews qui a été faite dans les années 80-90, où vous pouvez trouver un certain nombre justement de gens de l'armée d'Afrique. Et ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois, ce qui ressort et qui est remis en avant, c'est Weygand. Voilà. Mais bon, je vous le dis, là aussi, ça mériterait une autre conférence à elle seule. Hein. Voilà. Là, il y a un commentaire là-bas, Arlette. Pour Arlette, le micro. Je voudrais intervenir. Oui, vas-y, Ange. Oui. Cette photo-là que nous voyons du monument aux morts, pour tous ceux qui ont vécu en Algérie, nous savons bien que les cérémonies patriotiques au monument aux morts, nous voyons à chaque fois les Français musulmans au premier rang, en tenue d'apparat, avec leurs décorations, et fiers de les porter. Merci Ange. Arlette. Oui, merci. Mon père a été en captivité pendant 5 ans et je souhaiterais savoir s'il est possible connaître le pourcentage de Français d'Algérie et de musulmans qui ont été en captivité, donc qui ont été prisonniers de guerre, si c'est possible. Parce qu'on en parlait beaucoup dans la famille. Sur 3 frères, 2 ont été en captivité. Voilà, merci. Alors, vous avez des chiffres qui ont été donnés, mais le problème, c'est que l'article de l'Algérianiste dans lequel je les avais trouvés ne donne pas les sources. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas les sources qui sont données, les gens tiquent un peu. Alors, les chiffres que j'ai trouvés, moi, c'est 6 000. Alors, le problème, c'est que ça désigne des militaires prisonniers de l'armée d'Afrique et il n'y a pas de distinction entre musulmans et européens. Voilà. Donc, moins de 10 000, en tout cas. Voilà. Mais après, quelle est la part des pieds noirs dedans, les Français d'Alger, je ne pourrais pas vous le dire. Merci. Oui. Voilà. Ils étaient tous français. Petite remarque, Henri Christian. C'est pas grave. Il fallait y aller tout de suite. Je voulais simplement remercier Frédéric Arenbat, en tant que petit-fils du général Giraud, qu'il ait rendu justice à l'œuvre de mon grand-père. Voilà. Maintenant, j'ai dû attendre, je vais vous dire, j'ai dû attendre l'âge de 70 ans pour entendre ce que j'ai entendu. Donc je suis un peu ému.
Voilà, merci. Excusez-moi, on va faire un peu court et je veux que Michel ait le temps de nous faire son exposé sur le 19 mars.